Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde. Vous le savez, dans 200 pays et en 22 langues avec nos partenaires de Ouest France, de Nice Matin, de 20 minutes, de France Antilles, le magazine Le Point et le magazine Géostratégie. Aujourd'hui, mon invité, c'est l'ambassadeur d'Ukraine en France. Bonjour, Vadim Omelchenko, merci d'être avec nous, d'avoir réservé à TV5 Monde votre présence ce matin sur ce plateau, alors que nous le lisons, l'actualité de cette nuit l'indique encore, l'Ukraine va mal aujourd'hui, le front sud est attaqué et Volodymyr Zelensky a dit hier soir en marge d'une intervention qu'il fait tous les soirs au peuple ukrainien, une forme d'adresse à la nation, il a dit: notre ciel et celui de nos voisins méritent la même sécurité. C'est votre crainte que ce conflit soit un peu mis de côté par rapport à ce qui se passe dans le ciel du Proche-Orient, par exemple? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, cher Cyril. Merci pour l'invitation. Відповідаючи на ваше питання, хочу зазначити, що я погоджуюсь абсолютно з президентом Зеленським, parfaitement ce qu'a dit le président Zelensky. тому що ми бачили Parce цей que прецедент, nous avons vu déjà ce précédent lorsque l'attaque contre Israël, l'attaque massive contre Israël de la part de l'Iran a été parée par plusieurs pays, dont certains pays membres de l'OTAN. Et il s'est avéré que c'était possible. Il est possible de défendre un pays. Vous savez que l'Ukraine, tous les jours, subit ce genre d'attaque. Chaque jour, nos concitoyens meurent. Hier, par exemple, la ville de Tchernihiv, c'est une ville qui n'est pas loin de Kiev, de la capitale de l'Ukraine, a été attaquée par 4 missiles de croisière. Et ce n'était pas du tout les sites militaires qui ont été visés, c'était le centre de la ville qui a été touché, le marché, notamment où il y avait du monde. Aujourd'hui, lorsque nous faisons le bilan, ce matin, nous savons qu'il y a eu 18 morts et 78 blessés graves. Et lorsque mon président dit que les Ukrainiens méritent également à être protégés et ont besoin d'être protégés, j'estime qu'il a parfaitement raison. Vadim Omelchenko, ambassadeur d'Ukraine en France, est notre invité ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, Stéphane Vernet, qui dirige la rédaction de Ouest France à Paris, sur ce plateau avec moi. Bonjour Stéphane Vernet, merci d'être avec nous. Vous êtes le rédacteur en chef délégué de Ouest France. Bonjour Cyril, bonjour monsieur l'ambassadeur. Je voulais vous poser une première question concernant le nombre de morts dans ce conflit. La BBC qui fait des estimations régulières depuis le mois de février, qui essaye d'estimer le nombre de morts, a publié une enquête hier en disant que il y aurait eu au moins 50 000 morts russes depuis 50 000 militaires russes tués depuis le début du conflit. Le président Zelensky lui-même a dit en février qu'il y aurait eu 31 000 morts du côté ukrainien. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels sont le véritable bilan de ce conflit? Et l'Ukraine a-t-elle les moyens, à un rythme pareil, de tenir encore longtemps dans cette guerre? D'abord, je fais confiance aux chiffres donnés par le président. Je sais que ces chiffres sont basés non seulement sur les données de notre ministère de la Défense, mais aussi sur les données de nos partenaires. Ensuite, les victimes, il y en a beaucoup. Et pour nous, pour notre peuple, ce sont des pertes qui ne pourraient pas être surmontées pendant très longtemps. Bien évidemment, les gens meurent tous les jours. Même donc les derniers chiffres de la part des Russes, notre ennemi, la Russie dit qu'il perd 4 fois plus de militaires que l'armée ukrainienne chaque jour. Donc je ne sais pas sur quoi se base l'enquête de BBC, tout en respectant cette source, mais je fais confiance à notre état-major et aux chiffres qu'il donne. Vous pensez que le nombre de militaires russes tués en Ukraine est bien supérieur à 50 000?
Évidemment, c'est parfaitement objectif, tout le monde le sait, nos partenaires aussi. Vous pouvez me croire que tous les jours, chaque jour, il y a des échanges de tous les systèmes de renseignement de nos partenaires, de tous les états-majors avec nos partenaires. Nous avons les informations objectives. Aujourd'hui, tout est fixé. Tous les jours, nous savons pratiquement le chiffre exact des pertes des deux côtés. En premier lieu, de la part des Russes. Tout cela est suivi par les drones, notamment le ciel est rempli de drones qui suivent chaque mort, chaque perte. Lors de la signature de l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine, le président Emmanuel Macron avait évoqué la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, ce qui avait déclenché de très vives réactions à travers toute l'Europe. Est-ce que cette déclaration, est-ce que c'était une bonne chose? Et est-ce ce type de renfort que vous demandez aujourd'hui, ou est-ce que l'Ukraine a besoin d'aide d'autres natures, par exemple en armement, en munitions? J'ai suivi de manière très attentive les réactions des médias français et des politiciens et je constatais que tout le monde s'est concentré sur une seule question. En réalité, les initiatives du président Macron concernaient un spectre large de questions et lorsque le 26 mars, il a réuni une conférence pour renforcer et accélérer l'aide à l'Ukraine, à l'ordre du jour, il y a eu une dizaine de questions. Et lorsque les leaders de 26 pays se sont réunis, il y a eu un consensus sur toutes ces questions. Si on devait regarder attentivement, la stratégie du président Macron, la stratégie actuelle, est basée sur deux choses. Le premier pilier est que la Russie est le facteur de déstabilisation principal dans le monde. Et le deuxième pilier est que actuellement, nous vivons une période de l'instabilité politique auprès de notre partenaire principal qui sont les États-Unis. On ne sait pas quand est-ce que cette période sera révolue et l'Europe doit penser à sa propre sécurité. Et les initiatives du président Macron visent d'abord l'autonomie stratégique de défense européenne. Bien évidemment, la guerre en Ukraine est une guerre qui se déroule en Europe, c'est pour ça que c'est important. Vous évoquez les rapports avec les États-Unis et les 60 milliards de dollars d'aide américaine qui ont été promis à l'Ukraine sont bloqués aux États-Unis du fait d'un partisan de Donald Trump. Que se passerait-il pour l'Ukraine en cas de réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis? Je pense qu'il ne se passera rien. C'est un choix du peuple américain que nous respecterons et que nous travaillerons avec celui qu'élira le peuple américain. Mais en effet, l'Ukraine est devenue l'otage de l'agenda politique et l'otage de cette élection et nous le ressentons tous les jours. Le fait qu'on ne donne pas des missiles pour les patriotes, le fait qu'on ne donne pas des systèmes de défense antiaérienne, eh bien nous avons vu ces résultats hier, lorsque 4 missiles de croisière tombent sur une ville paisible et le résultat, il y a 18 morts et une centaine de blessés lourds. Donc nous ressentons tous les jours les résultats de ce qui se passe aux États-Unis, car en effet, les États-Unis sont le partenaire principal et le volume des armes que nous recevions de leur part, disons, c'est incomparable avec le reste. Est-ce que de son côté, est-ce que vous estimez que la France en fait assez pour l'Ukraine ou qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus ou qu'est-ce qu'elle devrait faire de plus aujourd'hui? Tout d'abord, nous considérons que la France fait plus qu'elle n'en peut. Et aussi bien après les initiatives du président Macron qu'avant ces initiatives, la France a augmenté le nombre et la qualité de son aide. C'est très important pour nous car la France est leader du continent européen. Elle ne fait pas que nous aider, mais elle rassemble autour de cette aide pour l'Ukraine les autres pays européens, ce qui est très important pour nous. Et les dernières initiatives
initiatives étaient justement ces initiatives de rassemblement afin d'accélérer et d'augmenter l'aide à l'Ukraine. La une de Ouest France, Stéphane Vernet. Alors nous parlons des professeurs non remplacés aujourd'hui, et l'alerte des parents d'élèves sur ce sujet problématique. Merci Stéphane Vernet, vous êtes rédacteur en chef délégué de Ouest France, c'est le premier quotidien en langue française dans le monde. C'est Vadim Omelchenko, l'ambassadeur d'Ukraine en France, qui est l'invité de Face au territoire. Dans un instant, Denis Caro, le directeur des rédactions du groupe Nice Matin, est en direct et en duplex de Nice. Bonjour Denis Caro, dans un instant, vous co-interviewerez avec moi Vadim Omelchenko, mais tout de suite, nous allons prendre une question posée par Armelle Le Goff, qui est directrice adjointe de la rédaction du Point, partenaire de cette émission. On écoute Armelle Le Goff, Vadim Omelchenko. Bonjour Monsieur Omelchenko, les drones semblent avoir pris une place de plus en plus importante dans le conflit que les forces ukrainiennes livrent à la Russie. Qu'est-ce que cette technologie modifie dans un conflit aujourd'hui? Je vous remercie pour cette question-là, parce que c'est une question essentielle de cette guerre. C'est la guerre d'artillerie et la guerre des drones. Et s'il s'agit des drones, maintenant c'est un moyen de combattre. C'est le premier moyen de combattre, c'est le premier type des armes qu'on utilise, qui utilise notre adversaire, bien sûr, mais c'est la guerre des drones. Et vous savez qu'il y a deux types de drones, trois types de drones, on va dire. Le premier type, c'est drone de renseignement, et le deuxième type, c'est drone de combat. Et le troisième type, c'est drone kamikaze. Non? Alors, c'est majorité des chars, par exemple, majorité des véhicules blindés, on frappe avec des drones, avec des petits drones de kamikaze. Donc c'est extrêmement important, on a bien compris. Et on a compris que vous parliez très bien français, puisqu'on vous avait reçu il y a maintenant 1 an et demi sur ce plateau, et vous maîtrisiez beaucoup moins notre langue qu'aujourd'hui. Voilà, il y a une traduction littérale, bien sûr, tout au long de cette émission. La une du Point, rapidement. Armelle Le Goff, merci. Vous êtes donc la directrice adjointe de la rédaction du Point. Ce sont les milliards du Hezbollah. On est effectivement en plein dans cette actualité. Denis Caro, en direct de Nice, depuis Nice Matin. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Depuis au début de la guerre, 120 000 réfugiés ukrainiens ont été accueillis en France, dont beaucoup d'ailleurs sur la Côte d'Azur. Combien en reste-t-il aujourd'hui dans notre pays et ont-ils toujours l'intention de revenir en Ukraine ? Je vous remercie de votre question. Vous avez parfaitement raison. Depuis le début de cette agression à grande échelle, 120 000 réfugiés ukrainiens sont venus en France, essentiellement les femmes et les enfants et les personnes âgées. Actuellement, suivant les données du ministère de l'Intérieur français, il en reste 65 000. Donc la moitié soit est revenue en Ukraine, soit est partie vers d'autres pays. L'ambassade, durant les réunions consulaires, notamment dans votre région, lorsque nous recevons les gens, nous interrogeons nos concitoyens, et notamment au sujet de leur retour. Suivant ces discussions, ces recherches, 65-70% d'Ukrainiens ont l'intention de rentrer en Ukraine. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils pourraient le faire, et cela dépendra donc de la situation sécuritaire. Un petit nombre de ceux qui sont certains de rester en France, ce sont les enfants qui sont scolarisés, donc ceux qui ont des enfants en bas âge, dont les enfants sont scolarisés, et ils estiment qu'il serait difficile de les déraciner. Mais je tiens à souligner que le but de l'État ukrainien est de faire revenir l'ensemble de nos concitoyens en Ukraine. Denis ?
Depuis le début de la guerre, de nombreuses écoles ont été détruites en Ukraine. Combien ont été reconstruites et comment fonctionne aujourd'hui le système éducatif dans votre pays ? Je vous remercie pour cette question très pertinente, et nous la posons toujours à l'ordre du jour de l'UNESCO, où je suis le représentant permanent de l'Ukraine. En temps de guerre, à peu près 400 écoles, je parle des écoles secondaires qui ont été détruites, et à peu près 1000 établissements d'éducation. Évidemment, le processus éducatif se poursuit dans des conditions extrêmement difficiles. Par exemple, à Kharkiv, grâce à de nouvelles technologies, on a construit une école souterraine à 1000 élèves. Vous imaginez les enfants qui étudient dans ces conditions, ça se passe dans les stations de métro, donc sous la terre. Mais l'enseignement continue, les études continuent. Les seules choses, c'est que, comme vous savez, les Russes ne pouvant pas marquer du succès au front, pratiquent aujourd'hui la tactique de terreur et détruisent les infrastructures des grandes villes de millions d'habitants comme Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro, où les centrales électriques sont détruites et ces villes restent pendant quelque temps sans électricité, qu'on est en train de rétablir progressivement. Mais bien évidemment, cela a une influence sur tous les processus, y compris le processus éducatif des enfants. Très rapidement, Denis Caro, il reste une minute. Vous avez une dernière question pour Vadim Omelchenko. Alors, vous avez parlé des infrastructures électriques. Ces derniers jours, énormément de frappes russes privent les Ukrainiens d'électricité. Quel est l'état de la situation aujourd'hui et comment la France peut-elle vous aider ? En effet, ces derniers temps, la Russie a pris la tactique de terreur ouverte en frappant les centrales électriques et 80% du potentiel ont été détruits. J'ai participé à la réunion présidée par le président ukrainien et cette question a été discutée. Donc l'information est positive globalement car malgré destruction de ces 80% des puissances électriques de l'Ukraine, nous avons des solutions de réserve, donc le plan B et le plan C, et nous travaillons aujourd'hui suivant le plan B. Nous avons des puissances nécessaires afin de restaurer notre secteur énergétique. La France nous aide, tout comme elle nous a aidé l'hiver dernier. Nous avons reçu de la part de la France 1 millier de groupes électrogènes qui travaillent dans différentes villes et villages et nous sommes reconnaissants et ce processus se poursuivra et j'espère que nous restaurerons notre structure énergétique. Vadim Omelchenko, ambassadeur d'Ukraine en France. La une de Nice matin, Denis Caro. La une de Nice matin, cyberattaque, l'état d'alerte après l'attaque qu'a subi l'hôpital de Cannes il y a 2 jours. Un problème qui devient de plus en plus important partout en France. Merci Denis Caro qui dirige les rédactions du groupe Nice Matin en duplex et en direct de ses studios de Nice Matin à Nice. Dans un instant, Floréal Hernandez qui est rédacteur en chef de 20 minutes et qui a une question à vous poser, Vadim Omelchenko. On l'écoute. Bonjour Monsieur Olegchenko. La loi pour mobiliser plus de soldats a été promulguée mardi par Volodymyr Zelensky. La clause qui prévoyait la démobilisation des soldats après 36 mois de service a été supprimée. Ne craignez-vous pas un fort mécontentement, voire des désertions parmi les troupes ukrainiennes sur le front ? Le Parlement a étudié 3 versions de cette loi. Donc plus dur, plus doux. Nos députés ont choisi la version la plus douce de cette loi, car nous sommes un pays démocratique et chaque loi passe les
tests, des épreuves, étudie pour la question de respect des droits de l'homme, de protection des droits des citoyens de l'Ukraine. Et c'est cette solution la plus douce qui avait été choisie. En même temps, les députés ne pouvaient pas tenir compte de l'opinion des militaires, de l'état-major, et compte tenu de la situation sur la ligne de front, cette norme sur la démobilisation au bout de 36 mois a été repoussée. En ce qui concerne la désertion, nous ne le voyons pas. Peut-être les cas isolés peuvent arriver puisque c'est la guerre et puisque les gens sont des gens vivants, mais nous n'avons pas entendu parler des tendances de désertion. La une de 20 minutes, voilà, qui est la une d'hier. Bien sûr, vous la voyez, elle s'affiche. Ça sent bon les Jeux, avec cette phrase humoristique. On est à 100 jours des Jeux Olympiques. Dans un instant, Tom Benoît, qui dirige la rédaction de Géostratégie sur ce plateau. Bonjour Tom Benoît. Bonjour. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Alors, votre président a déclaré il y a quelques jours que le monde entier devait faire corps face à deux pays qui sèment la terreur, l'Iran et la Russie. L'Iran et l'Arabie Saoudite ont intégré l'organisation des BRICS, dans laquelle font partie donc la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil. Est-ce que l'intégration de ces deux pays, qui sont deux partenaires commerciaux de la Russie, mais qui sont également ennemis sur le plan géopolitique, va changer quelque chose précisément dans le rapport que la Russie peut avoir à l'Iran? Est-ce qu'on doit s'attendre à une véritable proximité entre la Russie et l'Iran durant les semaines, les mois et les années à venir? Je vais être franc avec vous, ce n'est pas tout à fait mon domaine et je ne peux commenter que dans le cadre de ma mission diplomatique. Je ne peux pas porter un jugement à tel ou tel pays, quelle que soit sa position. Nous avons des faits et le seul fait dont nous disposons est que l'Iran fournit les armes à la Russie, qui est utilisée ensuite dans les objectifs terroristes contre la population civile. Ce sont des faits qui sont établis par tous les établissements internationaux. Nous pouvons en parler. Ces deux pays sont partenaires et nous considérons ces actions comme terrorisme. Donc, ils sont partenaires dans ce genre d'action. En ce qui concerne d'autres questions, disons, nous voyons que la Russie est sous les sanctions, que même les pays de BRICS donc se joignent à ces sanctions, parce qu'ils ne veulent pas avoir l'impact des sanctions, et la Russie devient une exclue. Si quelqu'un veut rejoindre la Russie dans ces questions, eh bien, grand bien le fasse. Pas tous les pays du BRICS d'ailleurs, pas tous les pays des BRICS, et justement l'économie russe semble être plutôt résiliente. Le Fonds monétaire international a augmenté ses prévisions de croissance pour l'année à venir. Comment expliquez-vous cette résilience de l'économie russe, qui a été victime des sanctions que nous évoquions précédemment? Je l'explique par de bonnes communications. Ouais. À vrai dire, je suis très attentivement et je connais des chiffres. Tout n'est pas aussi brillant comme ils le présentent et comme ils diffusent partout. L'économie russe est proche du crash. Laissez-le finir. Et nous les aidons en cela. Vous savez qu'il était question des drones tout à l'heure. Et durant les dernières 4 semaines, nous avons détruit 20% des puissances des exportations pétrolières de la Russie. 20% des exportations russes. Et c'était uniquement en l'espace de 4 semaines. Et je tiens à souligner que nous l'avons fait grâce aux drones de la production ukrainienne. Et certains sites ont été touchés à la distance de 1200 km. Donc vous voyez, donc tout n'est pas aussi bon. S'ils ont perdu 20% en quelques semaines, vous comprenez que cela entraînera d'autres conséquences, non seulement militaires, puisque l'armée est privée de carburant, mais aussi l'agriculture qui en est privée. On n'est pas là, bien évidemment, pour faire de la politique fiction, mais si je comprends bien ce que vous dites, vous imaginez que l'économie russe
à retardement ou avec une forme d'inertie durant les mois à venir, va subir des dommages plus importants que ce qu'elle a connu jusqu'à présent. Parce que notre ministre de l'économie, par exemple Bruno Le Maire, avait annoncé vouloir s'était mettre à genoux, je crois, l'expression l'économie russe. Par la force des choses, l'économie russe aujourd'hui n'est pas à genoux, mais on peut imaginer, notamment avec l'exclusion, par exemple, de la Russie, de la BRI, du Conseil de la BRI, la privation de SWIFT également, que durant l'année 2025-2026, la Russie soit réellement exclue du monde occidental, en tout cas, et que son économie en pâtisse. Personne ne doute. Tout d'abord, je ne suis pas du tout d'accord que l'économie russe n'est pas à genoux. L'économie russe est déjà à genoux. Je vous en assure, parce qu'il y a beaucoup de données objectives qui en témoignent. Deuxièmement, toutes les sanctions fonctionnent plus ou moins, certains mieux, d'autres moins bien. Malheureusement, ils trouvent très rapidement les moyens de les contourner, car l'économie russe, comme a dit un des leaders des États-Unis, que la Russie est une grande pompe à essence, station d'essence. C'est tout ce qu'il faut savoir de l'économie russe, c'est le pétrole et le gaz. Ils n'ont pas d'industrie légère, ils n'ont pas d'industrie militaire. Bon, il y a encore quelques productions militaires, mais cette économie ne produit pas les choses habituelles. Aujourd'hui, elle est sous sanction. Le déficit de certaines catégories des produits est de plus en plus important. Une de géostratégie, Tom Benoît. Alors la une de géostratégie, que se produirait-il si la France quittait l'euro? Et il sera intéressant de savoir si l'Ukraine pouvait intégrer l'euro, pourrait intégrer l'euro durant les semaines et les mois à venir. Est-ce que c'est une idée? Une dernière seconde peut-être. Est-ce que l'Ukraine pourrait intégrer l'euro? Est-ce que l'Ukraine a pour ambition d'intégrer l'euro à terme? Évidemment. C'est notre voie, c'est ce que nous avons choisi. Vous savez que la voie sur le plan monétaire, pas seulement l'intégration dans l'Union européenne, mais adopter la monnaie européenne. Tout à fait, mais ce sont des étapes. D'abord, il faut intégrer l'Union européenne, devenir membre, et ensuite, comme vous savez, il y a des pays membres de l'UE qui, jusqu'à présent, ne font toujours pas partie de la zone euro. Donc, ça dépend de leur position. Il y a des pays qui utilisent les deux monnaies. Par exemple, la Pologne, qui a sa monnaie propre et l'euro. Donc, c'est une question de l'avenir. Merci, Tom Benoît, qui dirige la rédaction de Géostratégie. Merci de m'avoir reçu, merci monsieur l'ambassadeur. Magazine du groupe Lafon Presse. Voilà, Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire, loin d'ici, proche du continent américain. Une question à vous poser, il est en duplex de Fort-de-France, on l'écoute. Bonjour Vadim Omelchenko. Dans nos territoires des Caraïbes, nous sommes à presque 10 000 km du front ukrainien et tout ça peut nous paraître très très loin. Quels sont les arguments que vous, ambassadeur, pourriez donner pour expliquer que ce conflit, finalement, a des répercussions sur toute la planète, y compris pour nous qui sommes loin? Je salue les Caraïbes lointaines. Je n'ai pas de bonnes nouvelles. La guerre n'est pas si loin que ça de vous. Pourquoi? Pourquoi elle va se rapprocher et que le monde entier le ressentira? Tout d'abord parce qu'il s'agit d'une agression à grande échelle contre l'Ukraine. C'est un précédent exceptionnel de violation de toutes les lois, toutes les normes internationales, toutes les règles internationales. Fait par un pays qui est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous pouvez imaginer de quoi il s'agit dans ce précédent. Parce que si la Russie peut le faire, alors d'autres pays, en particulier des pays dictateurs, peuvent se dire, mais eux aussi peuvent faire la même chose, qu'ils peuvent se permettre de ne pas respecter les frontières, qu'on peut ne pas adopter, ne pas respecter
les normes et les lois internationales, que les conventions internationales sur lesquelles se base la sécurité internationale peuvent ne pas être respectées. Donc, si le monde entier le voit, et vous voyez qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de pays qui sont en processus électoral, et si les populistes voient que tout est permis, qu'on peut violer les règles, qu'il n'y a plus de loi, qu'il n'y a plus de frontières, qu'il n'y a plus de respect, imaginez les conséquences. Et en effet, ce processus se poursuit et les conséquences peuvent être très dangereuses pour tout le monde. Vadim Omelchenko, ambassadeur d'Ukraine en France, est notre invité ce matin. Dans un instant, Demet Korkmaz de la rédaction internationale de TV5 Monde est sur ce plateau. Bonjour Demet. Bonjour. On va parler de la question des avoirs russes. C'est une question qui revient régulièrement depuis 2 ans, mais le dossier n'avance pas beaucoup. Il y a 2 jours, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a voté à l'unanimité une résolution demandant que cet argent puisse servir à la reconstruction et à l'indemnisation des victimes ukrainiennes. Est-ce que vous pensez que c'est là la priorité, que c'est à ça que ça doit servir, c'est à ça que doit servir l'argent des avoirs russes? Et à votre avis, qui va payer les pertes que notre pays a enregistrées en conséquence de cette guerre? Aujourd'hui, ces conséquences, selon les établissements internationaux, les experts internationaux, sont entre 800 milliards jusqu'à 1 trillion de dollars. Vous imaginez ce chiffre? Qui va réparer ces pertes, d'ailleurs, qui augmentent tous les jours? Qui va compenser la France, qui nous aide aujourd'hui de son propre budget? Qui va compenser les pertes à d'autres pays qui nous aident? Je pense que c'est lui qui est coupable. C'est la Russie qui doit payer. Et le fait qu'il y ait eu des gels des actifs avoirs, ce sont des mesures tout à fait légitimes. Et le fait que les établissements internationaux travaillent sur les mécanismes impeccables de fait comment confisquer ces actifs, comment les utiliser, tout d'abord pour l'Ukraine. À recevoir cet argent un jour, parce qu'il y a des dissensions au sein de l'Union européenne. Tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce que vous pensez que ces avoirs finiront dans les caisses de l'Ukraine? J'en suis certain. Tôt ou tard, cela aura lieu. Nous en sommes sûrs. Les tendances que nous observons en témoignent. Alors, il se tient en ce moment en Italie la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Antonio Tajani a déclaré qu'il était important de tenir Moscou à distance. Tenir Moscou à distance, est-ce que cela veut dire que les Occidentaux, que les Européens ne croient plus à défaire la Russie et qu'il faut simplement le tenir à distance? Comment vous comprenez cette déclaration? Je préfère les déclarations de M. Macron. Ces déclarations sont plus résolues et plus claires quand il dit que le principal facteur de déstabilisation, c'est la Fédération de Russie, que la Russie ne peut pas gagner dans cette guerre, etc. Le président Macron est très résolu et a des positions clair. Pardonnez-moi, mais c'est tout à fait normal. C'est une rhétorique normale de tenir à distance. Mais comment on peut ne pas tenir à distance un pays qui viole tous les accords internationaux et ce qui constitue la base de notre civilisation? La Suisse va organiser au mois de juin une conférence de paix pour l'Ukraine. La Chine a d'ores et déjà décidé de ne pas y participer. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une conférence de paix sans la Chine? Ce n'est pas tout à fait ça. La Chine a dit, et ses représentants l'ont déjà répété à plusieurs reprises, que la Chine est d'accord de prendre part à cette conférence, qu'elle soutient les efforts à l'établissement de la paix, mais que la Chine propose que cette conférence doit être organisée avec la participation de la Fédération de Russie, ce que nous n'acceptons pas. Nous ne voyons pas de la part de la Fédération de Russie
Russie aucune avancée vers la paix. Et donc, c'est la seule différence. Vous estimez aujourd'hui que les conditions ne sont pas réunies pour s'installer à la même table que Moscou, que la Russie? Pour l'instant, nous ne voyons pas de la part de la Russie aucun signe, aucun désir de mettre fin à cette agression et de passer à des pourparlers sérieux. Une dernière question. Les élections européennes approchent. Est-ce que vous craignez l'issue de ces élections européennes? Nous ne redoutons pas les résultats, nous faisons confiance à nos partenaires et nous sommes parfaitement certains que la position de l'Union européenne ne changera pas. Si vous voulez dire par là la menace d'augmentation des représentants des partis politiques d'extrême droite, populistes, ce risque existe, mais je suis persuadée que les peuples de l'Europe feront leur bon choix. Merci Demet Korkmaz. Vadim Omelchenko, c'était sur ce plateau même, ici même le 23 septembre dernier, Alain Delon dialoguait avec votre président, Volodymyr Zelensky, en duplex de Kiev. Regardez cet extrait avec nous. Bonjour. C'est très sympathique. Je suis très heureux de vous voir et très heureux d'être en face de vous. Il a une plus belle fin de carrière que la mienne. Il est président, je ne suis rien du tout. Je n'ai jamais été un acteur aussi génial que vous. Je ne serai jamais un président aussi génial que vous. Aussi méritant que vous. Jamais. Je vous remercie beaucoup. Et Dieu merci, il y a d'autres personnes qui s'engagent et qui soutiennent l'Ukraine. Voilà, c'était donc sur ce plateau même, à votre place même, Alain Delon, dialoguer avec votre président Volodymyr Zelensky, qui a décidé de lui attribuer une récompense exceptionnelle pour un étranger. Vous allez l'annoncer ce matin. Je tiens à vous dire que M. Delon, dès les premiers jours de cette guerre de la grande échelle, il a pris des positions à nous soutenir. Vous savez que M. Delon est une personne significative, une personne très connue, une personne avec influence, très grande. Très populaire en Ukraine aussi. Et très populaire en Ukraine et par tout le monde. On le voit au Centre culturel ukrainien à Paris, avenue de Messine, oui. Un hôtel particulier qui lui a appartenu dans les années 60 et qui est maintenant propriété de l'Ukraine. On le voit avec vous là. Et donc le président a décidé. Alors son soutien, il était très important pour nous parce que avec vous, avec votre plateau, il était diffusé par tout le monde, y compris la Chine, y compris le Japon, tout ça. Et alors, si je ne me trompe pas, cette émission, il a vu combien? 100 millions de téléspectateurs. Vous savez que cette chaîne est diffusée dans 500... Voilà. Imaginez-vous, cette influence et cette importance pour nous de cette influence. Et alors, mon président a pris décision de décerner de M. Delon de cet ordre de mérite ukrainien. Je vous montre. Magnifique. Si vous voyez. Absolument, on la voit à l'antenne. Et j'aurai un grand honneur de transmettre cette médaille. Et je tiens à transmettre aussi, si vous permettez, un message pour Alain Delon, si vous permettez. Bien sûr, je vous en prie. Monsieur Delon, cher Alain, je sais que vous êtes dans une situation pas trop simple. Et je tiens à vous dire que vous n'êtes pas seul. Et vous avez beaucoup d'admirateurs, beaucoup de gens qui vous aiment, et, y compris des Ukrainiennes et des Français et tout ça. Et moi-même et mon peuple, on est toujours à votre côté, on est toujours avec vous. Merci beaucoup Vadim Omelchenko, merci pour cette annonce de décoration donc, de l'Ordre national du mérite ukrainien
à Alain Delon. Merci d'avoir été l'invité de Face au territoire, de nous avoir donné des nouvelles de votre pays, l'Ukraine. La semaine prochaine, jeudi, la politique française, européenne, reprend ses droits et nous recevrons sur ce plateau Raphaël Glucksmann, qui, vous le savez, est tête de liste aux élections européennes pour le Parti socialiste, entre autres. Voilà, merci, au revoir à tous et à la semaine prochaine.